Bonjour à tous, bienvenue sur ce dernier 30 minutes de la journée qui va donc porter sur les freins à la consommation culturelle en compagnie d'Olivier Donat, qui est donc sociologue au ministère de la Culture et de la Communication. Donc Olivier Donat est responsable de l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, qui est conduite depuis 1970. Donc il a réalisé les 3 dernières éditions de cette enquête. Et donc Olivier Donat travaille au département des études de la prospective et de la statistique du ministère. Donc Monsieur Donat, présentez-nous un petit peu vos activités au sein de ce département. Alors en deux mots, il s'agit du service d'études du ministère de la Culture qui a été créé très tôt en fait en 1963 et qui a vocation à réaliser les études que la ministre ou le ministre, quand c'est un ministre, où les directions du ministère en fait souhaitent voir mener, alors ou sur le versant économique ou sur le versant sociologique. Et moi je m'occupe plutôt de cet aspect sociologique, donc qui est la connaissance des publics et des pratiques culturelles, on va dire, et dans lequel rentre la question des freins ou des obstacles à la consommation ou aux pratiques culturelles. Donc cette étude, elle est conduite avec une fréquence de, tous les 10 ans environ. C'est ça ? Oui, enfin 8-10 ans. Alors l'enquête pratique culturelle, dans le paysage français, en fait, elle a un rôle assez important parce que c'est la seule enquête nationale qui couvre tous les domaines. Alors aussi bien les usages des médias, c'est-à-dire on sait ce que les gens regardent à la télévision ou lisent comme journaux, etc. Mais aussi tout ce qu'ils font en matière de fréquentation des équipements culturels, de lecture de livres. Donc l'objectif de l'enquête, c'est de vraiment couvrir toutes les formes d'accès à la culture et puis d'essayer de décrire les questions habituelles des enquêtes, c'est-à-dire combien font ceci, cela et qui fait plutôt... qui va plutôt voir des concerts de jazz et qui va plutôt voir des concerts de musique contemporaine, par exemple. En termes de méthodologie, vous procédez comment ? C'est des enquêtes auprès d'un panel C'est une enquête comme toutes les enquêtes par sondage, c'est-à-dire qu'il y a un échantillon représentatif des Français, donc qui est assez gros. Il s'agit de 5000 personnes, donc... c'est beaucoup plus que dans le cas des sondages politiques, par exemple. Et puis, on s'adresse à un institut de sondage pour réaliser l'enquête sur le terrain. Puis après, on récupère les résultats et on exploite nous-mêmes les résultats. En fait. Alors, une première question. Donc, quelles sont les grandes tendances que vous avez observées en termes de consommation culturelle ces 10 dernières années ? Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Compte tenu du fait qu'on doit parler en tout 30 minutes, je vais être très bref en fait. Et je renvoie peut-être au site. Cette enquête pratique culturelle en fait dispose d'un site dont vous devez avoir l'adresse derrière moi en fait, et sur lequel vous trouverez toutes les informations sur la manière dont l'enquête est faite et sur les principaux résultats en fait, non seulement de la dernière édition qui a été menée en 2008, mais aussi de toutes les enquêtes précédentes et donc de l'évolution des comportements tels qu'ils peuvent apparaître par comparaison par rapport à la première enquête qui date de 1973. Alors, c'est plus qu'un défi d'essayer de vous restituer en 2-3 phrases en fait les principales transformations. Alors, on va dire la première qui est quand même un mouvement général. Alors, donc je trouve, j'ai vu qu'il y avait j'ai fait le tour un peu des ateliers, il y a quelques ateliers dessus, mais à mon sens peut-être pas autant qu'il faudrait sur la question du numérique et des écrans. Alors, quand on regarde comme moi qu'on est plutôt dans une perspective de moyen terme, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la longue période en fait. Qu'est-ce qui a changé depuis les années 70 ? On voit vraiment ce qui est très frappant, c'est la montée progressive des écrans et la montée en puissance de ce que personnellement j'appelle une culture de l'écran, c'est-à-dire le fait que beaucoup de nos pratiques culturelles aujourd'hui passent par la médiation d'un écran. Alors c'est vrai dans tout ce qu'on regarde en matière d'audiovisuel, c'est-à-dire, mais même pour la musique par exemple, puisque maintenant quand vous faites une playlist en fait, ou que vous voulez écouter votre musique, vous commencez par passer par un écran puis vous pianotez pour trouver. La lecture, c'est-à-dire la lecture de quotidien, par exemple, de beaucoup de magazines, la recherche d'informations, elle passe beaucoup par des écrans. Donc en fait, on observe une translation assez forte du monde de l'imprimé, on va dire, vers le monde de l'écran, même s'il n'a pas totalement basculé, mais certains secteurs de l'édition, par exemple, celui des encyclopédies, par exemple, a basculé du côté des écrans. Et
je pense aussi, alors il faudrait beaucoup détailler, mais dans beaucoup d'autres domaines aussi, les écrans sont très présents. Alors c'est vrai par exemple pour les musées ou les expositions, alors non seulement parce qu'il y a des artistes qui réalisent des œuvres aujourd'hui à travers des écrans, mais aussi parce que très souvent la médiation culturelle se fait à travers des écrans, c'est-à-dire qu'on vous explique l'itinéraire d'un artiste ou le pourquoi de cette œuvre en ayant accès à un écran. Alors, dans le domaine du spectacle vivant, la question se pose un peu différemment parce que, par définition, un spectacle qui serait sur un écran n'est plus du spectacle vivant. Mais il y a quand même, c'est très frappant de voir que beaucoup de spectacles, surtout quand on est dans les grandes salles, a fortiori dans des stades ou genre Bercy, on va quand même voir des spectacles vivants pour, quand on n'est pas très bien placé, regarder ce qui se passe sur un écran. Donc il y a quand même quelque chose qui transforme assez radicalement les choses. Et au-delà de ça, je pense que les habitudes culturelles qu'on prend par notre exposition, qui est quand même, je rappelle, de 3h30 en moyenne à l'échelle de la population française, on passe en moyenne plus de 3h30 devant un écran par jour pour des questions de loisirs, hein, en mettant de côté tout ce qui est professionnel. Donc ces habitudes, en fait, contractées sur les écrans, probablement ont un impact sur nos rapports aux œuvres culturelles, au contenu culturel, même dans le domaine du spectacle vivant. Alors, je pourrais essayer de développer peut-être, même si ce n'est pas exactement le sujet, mais je pense par exemple que la question du rythme des choses, c'est-à-dire notre capacité à supporter l'ennui, un peu certaines longueurs, etc., cette capacité est probablement moindre aujourd'hui ou moindre dans les jeunes générations, et probablement que ça renvoie à ce que je viens de très rapidement évoquer à propos de la culture d'écran. Et donc vous avez aussi beaucoup travaillé sur les freins à l'accès à la culture, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur les freins que vous avez pu étudier? Alors, en essayant de ramasser un peu les résultats d'études, et puis je vais essayer de ne pas être trop long, parce que j'aimerais mieux éventuellement réagir après par rapport à des questions qui seraient posées. Il y a deux manières d'étudier les freins dans des enquêtes. C'est-à-dire qu'on peut y aller frontalement, ce que certains font, c'est-à-dire que interroger les gens sur pourquoi vous ne faites pas. Pourquoi vous ne faites pas, pourquoi vous n'allez pas plus au théâtre, pourquoi vous n'allez pas plus au cinéma, etc. Et puis, on écoute ce que les gens répondent. Alors, en général, ce qu'ils répondent, c'est ça renvoie aux ressources rares. Dans notre société, il y a plusieurs choses qui sont en quantité limitée. Alors, en général, première chose qui revient assez souvent, c'est « je manque de temps ». Vous savez tous que le temps est limité et que probablement que ça le restera toujours 24 heures par jour, je veux dire, quels que soient les résultats des prochaines élections, etc. C'est une donnée de base, en fait, c'est que le temps est limité. Donc les gens, compte tenu de l'augmentation, enfin différents phénomènes, mais qui renvoient surtout à l'augmentation considérable de l'offre de loisirs, de possibilités d'utiliser son temps libre, ils ont de plus en plus le sentiment, et ça les enquêtes le montrent très clairement, ils ont de plus en plus le sentiment de manquer de temps. Et ça, on le voit, les gens le restituent très bien en situation d'enquête. Quand on leur demande pourquoi vous ne lisez pas plus, ils disent parce que j'ai pas le temps. Donc, s'ils ont un certain âge, ils diront mais par contre, quand je serai à la retraite, je me remettrai à lire plus. D'accord ? Alors, on verra. Hein, j'en suis pas sûr personnellement, mais deuxième ressource rare, c'est l'argent, bien sûr. C'est-à-dire que certaines l'excuse facile ou le problème réel que peuvent rencontrer certaines populations, c'est le fait que c'est trop cher. Si on demande par exemple, alors bien entendu, tout ce que je dis est extrêmement général et il faudrait nuancer en fonction du type de spectacle, parce que les motifs qui sont avancés ne sont pas les mêmes en fonction de la nature du spectacle. Mais si on demande aux gens pourquoi ils ne vont pas plus à l'opéra, ils vont dire parce que c'est trop cher, quelle que soit la tarification d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils vont dire c'est trop cher sans connaître la tarification exacte. Parce que l'opéra a une certaine image qui fait qu'on a tendance à plutôt évoquer ce motif-là pour expliquer sa non-pratique. Et la troisième motif qui est avancé, c'est un manque d'intérêt. C'est-à-dire, et ça que les gens, et notamment les jeunes générations, avouent, enfin j'ai tort d'ailleurs d'utiliser le terme d'aveu, parce qu'ils ne considèrent pas ça comme un aveu, ils disent assez naturellement, ça ne m'intéresse pas. Ou j'ai pas d'intérêt, par exemple, pourquoi vous ne lisez pas ? Parce que ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux faire autre chose, éventuellement lire de la BD ou jouer à des jeux vidéo, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, quand on creuse un peu, ou pour certaines autres formes de pratiques, il y a des choses qui relèvent plutôt de l'auto-exclusion,
C'est-à-dire, il y a le discours, c'est pas pour nous. C'est-à-dire que, autrement dit, alors c'est souvent un peu mélangé, c'est-à-dire une absence d'intérêt personnel pour ce qui est proposé, et puis le sentiment que le groupe, son groupe d'appartenance, le groupe auquel on appartient, c'est pas dans ses habitudes ou c'est pas dans la culture, on va dire, pour aller vite, de son groupe d'appartenance. Alors son groupe d'appartenance, ça peut être dans les milieux populaires, c'est-à-dire considérer par exemple que le théâtre, on ne va pas au théâtre. Voilà, mes parents n'y allaient pas, mes amis n'y vont pas, donc moi il n'y a pas de raison que j'y aille. Ça peut être aussi des questions d'âge, c'est-à-dire que les jeunes, par rapport à la musique classique par exemple, ils vont considérer que c'est pas pour nous, que c'est un truc pour les vieux et que d'ailleurs il n'y a qu'à aller devant une billetterie et on verra qu'il n'y a pratiquement que des cheveux blancs qui sont en train de prendre des billets. Donc objectivement, c'est pas pour nous. Inversement, si vous essayez d'emmener des retraités à un concert d'électro, vous allez avoir à peu près la réaction symétrique, c'est-à-dire de considérer que c'est pas pour eux. Vous voyez, il faut pas, quand on dit c'est pas pour nous, c'est pas automatiquement, ça renvoie dans certains cas à la question sociale, à la question qu'on peut considérer que dans la hiérarchie sociale, on le situe en haut ou à un autre endroit en tout cas et qu'on ne va pas y aller, mais ça peut être aussi sur d'autres critères, c'est-à-dire les critères d'âge et de génération, ça peut être aussi les critères de genre, c'est-à-dire les hommes considèrent que certains types de spectacles sont plutôt faits pour les femmes et inversement, les femmes considèrent plutôt que certaines formes de spectacles ou certaines formes de distraction, on va dire, comme le foot par exemple, c'est plutôt pour les hommes. Donc on pourrait multiplier les critères comme ça, mais il y a cette idée que c'est pas pour nous. Alors, après, ça c'était la première manière quand on pose la question aux gens en fait, savoir qu'est-ce qui vous empêche de. Alors après, on peut avoir d'autres types de résultats quand on regarde les résultats d'une enquête comme pratique culturelle. Autrement dit, quand on regarde le profil des gens qui vont dans les équipements culturels. Et du même coup, on a aussi le profil des gens qui n'y vont pas. Et donc, si on regarde ça, on voit un peu tout ce que je viens de raconter, mais on voit aussi autre chose. Alors que la sociologie de la culture, et notamment Pierre Bourdieu, dans des premiers travaux qui ont été menés dans les années 60, avait établi, et que toutes les enquêtes faites encore aujourd'hui le confirment, c'est-à-dire que la fréquentation des équipements culturels reste extrêmement liée au niveau de diplôme. C'est-à-dire, autrement dit, et qui est la variable la plus explicative du rapport à la culture en général, qui est plus explicative que le niveau de revenu. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans des tas d'autres types de consommation. Si vous regardez les voitures que les gens achètent ou les produits alimentaires qu'ils achètent, c'est plutôt le niveau de revenu qui est le plus explicatif. Dans le domaine culturel, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, alors, c'est pas vrai pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des gens qui ont des niveaux de diplôme élevés et qui n'ont pas des revenus très élevés. Je pense qu'il peut y en avoir dans cette enceinte. Et qui sont portés vers la culture et qui, du même coup, elles peuvent rencontrer l'obstacle du pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'obstacle du prix. Parce qu'elles ont une propriété qui est la propriété, un atout. Dans leur jeu, elles ont un atout maître qui est le niveau de diplôme, qui les porte plutôt vers les équipements culturels. Mais il leur manque le deuxième atout qui est souvent corrélé, qui est le fait d'avoir un pouvoir d'achat assez important. Donc il y a ce premier aspect. Et il y a le deuxième aspect qui explique que le niveau de revenu est moins important, c'est qu'il y a une frange de la population qui a des niveaux de revenus élevés, voire très élevés, et qui a un intérêt pour la culture relativement modéré, voire qui peut même être dans un rapport relativement méprisant à l'égard de la culture. Donc vous voyez, un petit peu, aux deux extrémités, en fait, il y a des rapports qui viennent complexifier le rapport à la culture, alors que sur le niveau de diplôme, globalement, la fréquentation des théâtres, des musées, des concerts, des bibliothèques, tout ce que vous voulez, croît régulièrement avec le niveau de diplôme. Donc c'est ça que viennent rajouter les enquêtes, c'est que le premier frein ou le premier obstacle, ce n'est pas un obstacle d'ordre économique, si on veut, c'est plutôt un obstacle qu'on va appeler socio-culturel, ou donc la sociologie héritée de Bourdieu en fait, appelle le capital culturel. Alors, parce que le capital culturel, c'est quand même un peu plus compliqué que le niveau de diplôme. C'est-à-dire, c'est un niveau de diplôme, mais ça renvoie aussi à la socialisation primaire, c'est-à-dire qu'au fait d'avoir ou non été mis en contact jeune avec la culture, donc d'avoir vécu dans un milieu familial.
Alors c'est important, mais ça peut être aussi ses grands-parents, ça peut être le milieu social au sens large, ça peut être des voisins, ça peut être des passeurs culturels qu'on a rencontrés jeunes, par exemple. Donc tout ça, ça participe. Donc toute cette expérience de la culture qu'on a pu rencontrer jeune, qui a pu contribuer à construire son univers culturel à l'âge adulte. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Après, je peux en rajouter un. Pardon. Non, pour être complet, peut-être parce que ça peut susciter une question. Après, il y a aussi la question que je n'ai pas évoquée, qui viendrait en troisième ou quatrième position. Il y a la question de l'éloignement à l'offre. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle. C'est-à-dire que, bon, ça paraît évident que si vous avez certains des atouts que je viens d'évoquer, donc si vous avez une appétence pour la culture, il y a plus de chances que vous fréquentiez beaucoup les équipements culturels si vous habitez le 5e arrondissement ou même le 19e arrondissement parisien que si vous êtes au fin fond de la Lozère ou d'un département rural très éloigné d'un centre urbain. Oui, donc j'avais une question, puisque vous parliez de Bourdieu, ça m'a fait penser à L'amour de l'art, dans lequel il expliquait aussi en quoi on va dire la politique des lieux culturels ou des équipements ajoutait des freins à la consommation culturelle, comme vous l'avez établi. Donc voilà, je voulais juste savoir s'il y avait des freins comme ça qui étaient très visibles du côté de l'offre, en fait, et éventuellement comment les surmonter, si vous avez des idées. Oui, je suis Stéphanie Molinero, chargée de l'observation culturelle à Arcadie. Alors j'ai dit que, compte tenu des contraintes de temps, j'étais extrêmement sommaire en fait et frustre. Alors si on rentre un peu dans la complexité, alors dans les obstacles ou dans les freins, il y a 3 dimensions différentes. Je veux dire, il y a des obstacles qui peuvent renvoyer à l'équipement lui-même. Un équipement de centre-ville prestigieux pour des jeunes qui habitent la périphérie, par exemple, ça peut suffire, ou aller dans un théâtre de centre-ville quand personne de sa famille n'y est jamais allé, etc., que ça a été présenté quand on était petit, comme le théâtre des bourgeois, ou le théâtre des intellos, ou le théâtre des profs, ou etc. L'équipement en lui-même, indépendamment de la programmation, indépendamment de ce qu'on y fait, etc., l'équipement en lui-même peut être un obstacle. C'est-à-dire franchir les pas d'un lieu culturel, dans certains cas, est déjà une première victoire, même si c'est pour aller boire un coca ou pour boire un café. C'est-à-dire le fait d'être rentré dans l'équipement. La deuxième dimension, c'est bien entendu le contenu culturel, c'est-à-dire le caractère plus ou moins difficile, enfin vécu comme plus ou moins difficile par la personne, c'est-à-dire ce qui est vraiment lié au contenu culturel et à la programmation du lieu. Et il y a une troisième dimension qui me paraît très très importante, c'est tout l'accompagnement, c'est-à-dire tout le discours qui est tenu, la brochure de présentation du spectacle, comment les gens en parlent, le caractère plus ou moins accueillant du lieu, comment les ouvreuses ou les médiatrices ou médiateurs culturels vont accueillir les gens, comment ils sont habillés, est-ce que les musiciens sur scène sont habillés, pour le cas de la musique classique par exemple, est-ce qu'ils jouent en jean comme ils sont habillés dans la rue, ou est-ce qu'ils ont mis un smoking, c'est-à-dire, autrement dit, tout l'habillage social, en fait. Tous les codes sociaux, toutes les conventions qui sont attachées aussi bien, alors qui sont aussi forts dans le cas du théâtre subventionné que dans le cas du rap. Hein. Je veux dire, il ne s'agit pas de dire que c'est toujours toute forme d'expression artistique, en fait, s'accompagne de conventions et de codes sociaux plus ou moins élaborés que certaines personnes ne maîtrisent pas. Et donc tout dépend le sort qu'on réserve aux gens qui ne maîtrisent pas ces codes-là et dans quelle mesure ils perçoivent le lieu comme accueillant ou non. Donc voilà. Alors après, si on veut raffiner, je pense qu'il faut réfléchir en fait, parce que c'est un tout, sur l'équipement, où est-ce qu'il est situé, où est-ce qu'il est implanté, quelle est la programmation et quel est le discours qu'on tient sur cette programmation, comment on parle à des gens qui ne sont pas convertis, quoi. La vraie question, c'est la même que celle des prêtres avant. Hein. Les médiateurs culturels, ça, moi, je suis vraiment convaincu que c'est une position de prêtre laïque. Hein. C'est-à-dire, la vraie question, c'est parler à des gens qui sont convaincus. Tout le monde sait faire, c'est très facile. Hein. Faire une émission sur France Culture,
c'est à la portée de n'importe qui. Hein. Et parler de culture ou de contenu culturel de manière un peu élaborée sur une chaîne de télévision moyennement grand public, on va dire, ou sur une chaîne de radio, ou etc., c'est beaucoup plus complexe parce que ça suppose de se poser la question de la vulgarisation dans les sciences, en fait, c'est-à-dire comment parler à des gens qui ne maîtrisent pas les codes ou qui n'ont pas une connaissance très claire de l'histoire, du mode d'expression, ou qui ne connaissent pas l'artiste dont on est en train de parler, etc. Oui, Christophe Demey, professionnel de la culture depuis quelques années. À vous écouter, on pourrait se demander si on n'aurait pas un intérêt à vraiment focaliser sur l'accompagnement des plus jeunes, et notamment dans le cadre des actions organisées, que ce soit par le biais de l'école ou des actions par d'autres groupements ou associations qui puissent les accompagner dans ces lieux, puisque visiblement ça fait partie de la première découverte ou de le premier pas ou la première entrée fait partie. Mais du coup, ça fait quand même déjà près de 20 ans qu'un certain nombre de politiques publiques ou d'acteurs se sont vraiment focalisés sur les jeunes spectateurs. Et est-ce qu'on mesure déjà les effets véritables d'une progression de l'intérêt? Alors je sais que des fois on nous dit que les musées sont plus fréquentés, mais est-ce qu'on le mesure vraiment? C'est déjà des effets réellement dans vos enquêtes sur l'évolution de ces publics et de la fréquentation par tranche générationnelle de ceux qui ont pu aller dans le cadre scolaire ou autre dans des spectacles On le perçoit ou pas? On ne le perçoit pas vraiment, non. Mais c'est très difficile à évaluer. Parce que par exemple, là encore en 2 mots, c'est-à-dire qu'on peut très bien penser qu'un collégien qui va aller au théâtre une première fois, avec sa classe par exemple, ça ne va pas lui donner plus envie que ça d'aller au théâtre et qu'il ne va pas y aller pendant les 10 ou 15 ans qui vont suivre cette première sortie. Mais par contre, peut-être que quand il sera père ou mère de famille, il sera plus incité à amener ses propres enfants au théâtre. Par exemple, dans le cas du musée, c'est pareil. C'est-à-dire que le fait d'avoir été au musée à un moment donné va pas... il n'y a pas de... La seule chose que dit la sociologie, c'est qu'il n'y a pas de miracle dans les sociétés. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lancer une action en fait, pour changer tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire qui renvoie à des systèmes de valeurs, très profonds. Donc, je veux dire, il n'y a pas de miracle. Mais par contre, la petite graine qui a été lancée, en fait, elle peut germer quand même et avoir des effets très longtemps après. C'est-à-dire, je pense que, par exemple, le fait qu'il y ait plus de parents qui amènent aujourd'hui leurs enfants dans les musées ou qui ont un souci culturel à l'égard de leurs enfants, ça peut être un effet indirect du fait qu'eux ont commencé à y aller et ont bénéficié d'une politique culturelle dans les années 80. Alors, la deuxième chose que je vais dire, pour bien montrer qu'il n'y a pas de miracle, après, je pense que... je vais dire 2 choses par rapport aux enfants. C'est-à-dire, la première chose, c'est qu'en soi, le fait d'emmener les enfants au théâtre, ça n'a pas automatiquement un effet bénéfique. C'est-à-dire tout dépend comment c'est fait. Ça peut avoir un effet répulsif. Vous emmenez une classe voir Andromaque pour la première fois sans avoir rien expliqué au départ, etc. C'est-à-dire je ne suis pas du tout sûr que ça va favoriser une amour du théâtre immodéré. C'est-à-dire, autrement dit, tout dépend, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la médiation culturelle, tout dépend comment la visite a été préparée, comment ça se passe pendant la classe, comment on en reparle après, comment, autrement dit, les jeunes vivent l'expérience et comment ils peuvent se l'approprier par la suite. Donc tout dépend des modalités concrètes dans lesquelles c'est fait. Et ma deuxième remarque, une remarque plus personnelle, c'est que je pense qu'on a beaucoup focalisé sur cette question de l'enfance et on a laissé un peu tomber, la politique culturelle, en France notamment, a un peu laissé tomber toute la période adolescente au sens large. Et notamment la politique culturelle dans les universités est relativement pauvre en France quand on compare à d'autres pays. Et notamment par exemple aux États-Unis, par rapport à la politique culturelle sur les campus américains. Donc je pense qu'il faut plutôt essayer de voir, alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire tout ce qu'on faisait du côté de l'enfance, mais arrêter de penser que tout est joué avant 5 ans et qu'il faut emmener... Parce que le problème, c'est, dans le cadre de l'école, tous les enfants vont à l'école, mais le problème, c'est que plus vous prenez des enfants jeunes, plus c'est les parents qui font le choix d'emmener les enfants dans les équipements culturels. Donc autrement dit, plus vous sélectionnez socialement. Je ne connais pas un enfant de 3 ans qui réclame à ses parents d'aller au musée.
Donc les enfants qui vont à des ateliers musées, à des ateliers dans les musées, c'est des enfants dont les parents ont décidé que c'était bien pour eux qu'ils les amènent au musée. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas vrai dans le cadre de l'école. Et encore dans le cadre de l'école, il faut regarder quelles sont les classes qui y vont. Hein, si c'est les lycées du centre-ville, des filières les plus sélectives qui y vont, je ne suis pas sûr qu'en termes de démocratisation scolaire, le but soit tout à fait atteint. Donc, vous voyez, tout dépend vraiment des modalités concrètes dans lesquelles c'est fait. Et je pense que toute la période qui va du lycée, de la fac, et également tous les jeunes qui ne vont pas à l'université mais qui sont à la recherche d'un emploi, etc., toute cette période qui va jusqu'à l'installation dans la vie adulte est extrêmement importante. Et je pense que là, la politique culturelle pourrait peut-être être plus ambitieuse dans ce domaine-là. C'est une question un tout petit peu hors champ par rapport à ce qui vient d'être présenter, monsieur Bernard Amade, c'est Pierre Formation Unité Culture à Toulouse. Une question un peu hors champ. Ayant lu les dernières études, avec attention, notamment la dernière, j'ai une drôle d'impression sur ce que vous disiez, sur cette dernière étude. Tout ça me semblait un tout petit peu hors champ par rapport à ce qui se passait précédemment. C'est-à-dire qu'on se confronte à des choses qui ne sont plus dans le champ des études que j'ai lues précisément avant. La question est, que va devenir cette étude que vous menez depuis pas mal d'années? Quelle forme elle va prendre face à tout ce que vous pointiez? Vous n'avez pas tout cité, bien sûr, le besoin d'expressivité des gens, etc. Quelle forme pourraient prendre les prochaines générations d'études, si on peut dire? C'est un peu hors champ, c'est une question très compliquée dans laquelle je suis un peu plongé pour l'instant, mais je n'ai pas la réponse, en fait. On peut tenir le discours que, compte tenu de la diversification extraordinaire des modes d'accès à la culture, ce type d'enquête n'est plus tenable. C'est-à-dire qu'il faut peut-être abandonner l'idée qui était déjà très ambitieuse, en fait, de décrire, alors de manière sommaire, mais de décrire de manière quand même à peu près satisfaisante, l'ensemble des formes d'accès à la culture, depuis le fait de regarder la télé jusqu'au fait d'aller écouter un concert de jazz ou un concert de musique contemporaine. Alors, le problème, il est double. Le problème, il est l'extension du champ des pratiques culturelles et le fait qu'on a de plus en plus de mal à qualifier les activités en elles-mêmes. Alors, je pourrais développer très longtemps, parce que c'est sur quoi je travaille en ce moment, mais je vais prendre qu'un exemple pour que tout le monde comprenne. Vous prenez un adolescent aujourd'hui, par exemple, à l'heure qu'il est, là, à peu près 6 heures, il est rentré chez lui, il commence à faire ses devoirs. En même temps, il répond sur Facebook quand il écoute de la musique en même temps. Et puis, il regarde quand même si la série qu'il va regarder sur une chaîne américaine va pas commencer. Donc, un adolescent normalement constitué, il fait à peu près 3, sinon 4 ou 5 choses en même temps. Donc, vous, quand vous êtes sociologue et que vous arrivez avec votre petit questionnaire et que vous posez la question, c'est quoi cette activité? Comment vous la décrivez? Vous êtes confronté à une difficulté très très grande. Donc, vous voyez, il y a ce double problème, c'est-à-dire une extension quasi infinie du champ, et le fait que les activités sont de plus en plus connexes ou co-pratiquées en fait. Ma question portait aussi sur le service public de l'étude du ministère de la Culture, enfin, c'est-à-dire le service public qui met à disposition des citoyens des données qui sont forcément pas trafiquées, enfin, je veux dire, des données de base. Comment on va faire, quoi, hein, en gros? Ça, c'est une autre question qui renvoie aussi à la question des budgets, en fait. Donc, j'ai pas la réponse. Mais je crois que Aurélie Filippetti vient demain, donc je vous invite à lui poser la question. D'autres questions? Oui, bonjour. Moi, c'est juste pour rebondir. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, moi, je suis Catherine Benguigui et je suis vice-présidente à la culture à l'Université de La Rochelle. Donc, mon rôle, c'est justement de tenter de faire en sorte de sensibiliser les étudiants aux œuvres, à l'éducation artistique, etc. Donc, c'est ce qu'on fait. On a un projet culturel assez fort à l'université. Et pour vous dire c'est vrai que depuis le protocole d'accord qui avait été signé entre Lang et Tasca en 2000, là ou 2001, je ne sais plus, où il y avait une volonté de faire en sorte d'amener les étudiants, enfin depuis la maternelle jusqu'à l'université, vers la culture. Il n'y avait pas eu grand-chose qui avait été fait et tout ce qui était du domaine culturel était noyé dans ce qu'on appelait la vie étudiante dans les universités. Donc
voilà, il n'y avait pas d'orientation forte, donc les orientations ne venaient que s'il y avait des volontés politiques fortes à l'interne dans les universités. Et là, en fait, on est quand même à un moment charnière où finalement l'année 2012, ça a été une année où il s'est passé des choses. Il y a eu cette convention Université Culture qui a été signée à Avignon le 12 juillet entre Aurélie Filippetti et Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui dit aujourd'hui que c'est important et que dans le cadre des projets d'établissement à l'université, il faut développer justement des sensibilisations aux œuvres, de l'éducation artistique, de tout ce qui est aussi patrimoine, valorisation du patrimoine universitaire. Enfin, voilà, il y a une vraie convention qui permet justement à l'interne dans les universités de s'appuyer sur un texte voilà, qui a été signé avec la conférence des présidents de l'université et qui justement va dans ce sens-là, de dire cet âge-là, de 18 à 25 ou 30 ans, c'est encore un âge où il y a énormément de choses à faire et que c'est pas forcément naturel, même pour un étudiant en première année, d'aller justement à la scène nationale parce que c'est peut-être pas pour lui, comme ce que vous disiez. Voilà, je voulais juste faire cette remarque pour dire on a aujourd'hui un texte qui nous permet de s'appuyer dessus et de développer des projets et de surtout les légitimer, ce qui existe. Et d'avoir en même temps des conventions avec la DRAC, la région, etc., pour avoir des financements et pour justement permettre aux jeunes de fréquenter les lieux culturels. Voilà. On peut prendre une dernière question. Bon, c'est bon alors. Je veux bien, c'est pour apporter, poser une question à moi-même en fait, mais qui est un sujet qui est quand même beaucoup dans l'air du temps et qui me paraît très, qu'il y est de manière un peu conjoncturelle là, c'est la question de la tarification. C'est-à-dire, alors, je pense que, là aussi, on a peut-être insuffisamment réfléchi et je pense que la question est vraiment posée et elle est posée au-delà de cet aspect conjoncturel qui est lié au fait que est-ce que la baisse des budgets publics doit entraîner ou sous la contrainte en fait à diversifier la tarification et à plutôt augmenter les tarifs. Mais je crois qu'il faut bien voir aussi qu'une des grandes transformations de la montée de la culture d'écran et du numérique que j'évoquais au début, c'est que les accès à la culture se font dans on va dire, dans un climat général d'apparente gratuité. Et qu'on a pris de plus en plus l'habitude, tous en fait, d'accéder à des contenus culturels de manière gratuite. Et donc, comment expliquer après que la culture n'est pas gratuite? Donc ça, les économistes, ils essayent d'insister là-dessus, mais qu'aussi, il faut payer dans certains cas. Alors je sais que par exemple dans le spectacle vivant et dans le domaine musical, par exemple le développement considérable de festivals gratuits l'été pose une vraie question, c'est-à-dire comment aller expliquer à un jeune qui peut être confronté aux questions de pouvoir d'achat que j'évoquais tout à l'heure, qu'il a vu tel groupe de manière gratuite au festival Paris Plage ou de la FNAC ou d'autres l'été, compte tenu de la multiplication des festivals gratuits, et que le 15 septembre ou le 18 septembre, il doit payer 25 € ou 28 € en fait, pour voir le même groupe. D'accord ? Donc, alors, il y a cet aspect-là qui est, qui est créé en fait, par la question de la gratuité dans la culture d'écran, etc., et qui modifie assez radicalement, me semble-t-il, ce que les économistes appellent le consentement à payer, c'est-à-dire ce qu'on est prêt à payer pour acquérir quelque chose. Donc ça, c'est vraiment une transformation assez profonde et sur laquelle on doit réfléchir. Et la deuxième chose sur laquelle il faut réfléchir, c'est que quand même, les travaux des économistes ont montré que l'augmentation des tarifs pour certaines catégories de population, ça ne serait pas un scandale social. C'est-à-dire qu'autrement dit, on connaît que deux manières de financer les choses, c'est ou c'est le consommateur qui paye, ou c'est les pouvoirs publics, et donc c'est le contribuable. Et donc on sait que le système de subventionnement à la française a un certain nombre d'effets pervers, qui s'appellent des effets d'aubaine, c'est-à-dire que certaines personnes, dans le cas de la gratuité ou dans le cas de prix très peu élevés, ne payent pas un prix qu'elles seraient prêtes à payer ou qu'on peut considérer socialement ou politiquement comme possible de payer. Donc il y a ces doubles aspects, c'est-à-dire qu'il y a une discussion un peu économique en fait sur comment équilibrer les comptes. Cette question qui est un peu anthropologique, comment faire payer dans le domaine culturel
ce qui est de plus en plus une culture de la gratuité. Et puis il y a cette question de justice sociale, à mon sens, qui reste posée et qui, me semble-t-il, on ne pose plus beaucoup. Bien, on vous remercie, Monsieur Donat, pour votre intervention. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site internet du ministère de la Culture, l'adresse sur l'écran. Et puis, je vous invite tous à un apéritif lancement de l'ouvrage de Jean-Claude Herry, le management responsable du spectacle. Donc, c'est à l'instant sur l'espace Dédé. Merci.